Salut à tous et bienvenue sur Ça Speedrun l'Exposé, ma nouvelle émission. Et oui, je casse le rythme, nouvelle émission sur ma chaîne. Et pour commencer ce premier épisode, on plonge dans une saga culte qui mélange science-fiction, horreur biologique et RPG japonais. Vous connaissez déjà la suite car j'en ai fait un let's play, c'est Parasitev. Parasitev, de jeu sorti sur PlayStation 1 à la fin des années 90, c'est un croisement entre un Resident Evil et un Final Fantasy. Un croisement comme avec les chiens? Attends, mais t'es qui toi en fait? Moi? C'est Crodzilla. Je suis ton alcoolique. Acolyte, non? Oui, c'est ça, j'ai dit quoi? Non, c'est bon, laisse tomber. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier volet de la série, Parasitev 1, sorti le 29 mars 1998 aux États-Unis et au Japon seulement. Et oui, nous, pauvres Français, nous n'avons dû nous contenter seulement du deuxième volet, donc pour des soucis de simplicité, je vais me baser sur une version Fantrad disponible sur ArmStation. Foncez les amis, c'est une pépite. Pour situer, avant même d'être un jeu vidéo, Parasitev c'est un roman japonais de science-fiction écrit par Hideaki Sena en 1995. L'histoire mêle biologie, évolution mitochondriale et conscience parasitaire. Le roman a connu un gros succès au Japon et a même été adapté en film. Tu l'as vu? Le film? Oui bien sûr, mais je pense qu'on en parlera dans un autre épisode. Non, je parle de mon cul, si. Tiens, ça t'apprendra à dire des bêtises. Squaresoft à l'époque est en pleine effervescence après le succès de Final Fantasy VII et décide de produire une suite vidéoludique non officielle du roman. Plutôt que d'adapter directement l'œuvre, le jeu imagine ce qu'il se passerait si les événements du livre avaient eu lieu et recommençaient ailleurs quelques années plus tard. Tenez, voici une compile de passages afin de teaser une potentielle présentation du film. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ouais, et dis-toi que moi j'ai mangé un foie de veau à ce moment-là. Enjoy la bouillie de pixels, hein, les amis. Oui, c'est bien ce que vous pensez. T'es sûr que ça passe sur YouTube, ça? Ouais, on fera peut-être pas un épisode dessus au final, hein? Donc, dans ce premier opus, on incarne Aya Brea, jeune inspectrice de police à Manhattan, qui assiste avec son date à un opéra le soir du réveillon de Noël. Soudain, les acteurs et les spectateurs prennent spontanément feu. Seule Aya semble immunisée. Sur scène, une mystérieuse cantatrice, Melissa Pierce, se transforme en créature mutante et s'échappe. Si, on voit qu'elle est mutante, parce qu'elle est en lévitation. Ouais, bah y a pas quelqu'un en limitation. Mais ferme ta bouche avec tes idées bizarres, toi. Ce sera alors le début d'une enquête au cœur de Manhattan, où Aya va découvrir que Melissa est en fait possédée par Eve, une entité évoluée qui contrôle les mitochondries des êtres vivants et cherche à engendrer une nouvelle forme de vie. Aya va alors devoir percer le lien étrange qui la relie à Eve et empêcher une catastrophe d'ampleur mondiale.
Pour revenir sur le gameplay, Parasite Eve 1 propose des combats en temps semi-réel, on se déplace librement dans une arène, mais les attaques se lancent via une barre de temps active, comme dans un RPG classique. On pourra utiliser des armes à feu, des armes blanches, des objets, et au fur et à mesure de notre montée en puissance, on pourra utiliser des pouvoirs mitochondriaux, qui font office de magie. Le jeu introduit aussi un système d'évolution où l'on peut améliorer ses armes et ses armures, ainsi que ses compétences au fil de l'histoire. C'est un gameplay unique pour l'époque qui crée une tension permanente car le joueur doit gérer ses déplacements, anticiper les attaques ennemies et économiser ses ressources. D'ailleurs, si vous regardez mon let's play, vous verrez que j'ai galéré à certains moments. Pour l'histoire, le jeu se déroule à New York, dans le quartier de Manhattan très précisément. On y traversera plusieurs lieux iconiques de la ville. Le Carnegie Hall, point de départ de notre aventure, visuellement marquant avec l'incendie des spectateurs. On y affrontera nos premiers NMC, Neo Mitochondrial Creature, oui mon accent est à chier je le sais, et on finira d'ailleurs par se perdre dans les égouts en suivant Melissa aka Eve. Elle nous apprendra qu'Aya a un lien avec elle, mais qu'elle n'est pas encore suffisamment éveillée. De retour dans la rue après le combat contre le boss dans les égouts, des journalistes nous interpellent, mais heureusement, Daniel vient nous sortir de l'embarras. Le commissariat de police, QG d'Aya où l'on peut sauvegarder, gérer l'équipement et discuter avec d'autres personnages, comme les armuriers, dont un est anti-armes. Baker, le capitaine de police, qui nous briefe avant chaque mission. Daniel, notre mentor. Cathy, la rivale d'Aya. Non, j'en sais rien en fait. On apprend que la police minimise les faits et essaye de cacher l'existence d'Eve. C'est sans compter l'honnêteté d'Aya qui sèmera la panique lors d'une interview avec les journalistes. Baker se fâche et nous envoie donc au musée d'histoire naturelle pour y rencontrer le Dr Clamp. Arrivé au musée, nos deux policiers interrogent le docteur afin d'en apprendre plus sur les mitochondries. D'ailleurs, Aya semble avoir un vague souvenir de lui. Petite fondue au blanc, et on se retrouve projeté 20 ans en arrière lorsque Aya a eu son accident avec sa sœur et sa mère. On y retrouve le Dr Clamp debout à côté d'elle, et refondu au blanc, on retourne à l'action. Le Dr Clamp joue le jeu et répond aux questions jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence d'Eve, ce qui semble le perturber. Il décide alors de ne plus répondre aux questions. Nos deux policiers partent sur leur fin. De retour au commissariat, nos deux agents apprennent que Melissa est à Central Park pour donner un concert pour le soir de Noël. C'est la panique car Ben, le fils de Daniel, est sur place avec sa maman, son ex-femme Lorraine. Arrivés à Central Park, les animaux du zoo se sont transformés en NMC, mais cela n'empêchera pas Aya d'atteindre l'amphithéâtre. Sur place, Aya constate que les citoyens se transforment en une bouillie orange dégueulasse lors du concert de Melissa. Ou Eve, devrais-je dire. Ah, comme dans le film en fait. Aya n'en démord pas et poursuit Eve. On la retrouve près d'une calèche et après un court affrontement sur la calèche, Eve nous proposera de rejoindre sa cause, ce que Aya refusera catégoriquement. Au même moment, la police de Manhattan décide d'évacuer la ville suite au danger que représente Eve. De son côté, Daniel retrouvera son fils sain et sauf, mais il apprendra que son ex-femme, Lorraine, est malheureusement décédée. Ah, et j'allais oublier, lors d'un flashback, on retrouve Aya, le Dr Clamp, et Maya, la sœur jumelle d'Aya, dans l'hôpital de Manhattan. On y comprend alors qu'il y a un lien étroit entre Aya, Eve, sa sœur décédée Maya et le Dr Clamp. C'est à ce moment-là que Kunihiko Maeda, un scientifique japonais, décide de partir à la recherche d'Aya. Malgré les nombreux barrages de police, il parvient à se faufiler et à amener Aya en lieu sûr. C'est dans le district de Soho. Hey, comme la liqueur de litchi. Merci Crozilla de cette information, tu nous fais passer pour des pochetrons dès la première vidéo, je t'en remercie chaleureusement. C'est dans le district de Soho qu'Aya se réveille et essaye de digérer toutes les informations de la veille. Au même moment, elle fait connaissance de Maeda. Notre mentor nous retrouve et les protagonistes échangent leurs informations concernant Eve et les citoyens qui étaient à Central Park. Le scientifique japonais raconte les événements du film
Mais Aya ne se sent pas légitime de poursuivre le combat. Elle a peur de devenir comme Eve et elle demande aux deux hommes de partir et de la laisser un instant seule. Au moment où Aya semble résignée de son sort, elle décide de repartir à la traque d'Eve. On retrouve alors Maeda et Daniel dehors, puis on récupère armes, munitions et soins avant de faire le tour au musée. Arrivé sur place, Maeda profite du matériel à disposition afin de montrer à Aya que son organisme lutte contre celui d'Eve. Ils sont interrompus par le Dr Clamp, qui ne s'est d'ailleurs pas échappé de la ville. Ils en profitent alors pour lui poser d'autres questions, surtout Daniel lorsqu'il apprend que le docteur possède une base de données HLA avec le nom de son ex-femme dessus. Non, alors HLA, ouais, vous ferez vos recherches, j'ai pas envie, j'ai la flemme là. Du coup, Daniel s'emporte, ce qui fait qu'ils seront virés du musée. Pas le temps d'en savoir plus, nos héros retournent au commissariat. Au commissariat de police, nos héros découvrent avec stupeur que le commissariat est attaqué par les NMC, surtout que Shiva, la chaîne policière, c'est pas Cathy. ta bouche Crotzilla, commence à se transformer en NMC et s'attaque à Baker et Ben. Dans le même temps, notre armurier anti-armes, Torres, succombe de ses blessures subies par un NMC. Non bon là c'est plus un choix, c'est de l'incompétence, enfin... tu vois bien que le truc il est pas humain, t'aurais pu lui tirer dessus quoi, non mais... je vous jure. Aya part à la rescousse de ses collègues dans tout le commissariat avant d'en finir avec Shiva en boss fight. Combat est rude mais Aya finit par en venir à bout. À la fin du combat, Baker revient la voir avec Ben et s'ensuit une scène émouvante où Daniel remercie le capitaine de la police d'avoir défendu son fils. Le capitaine Baker étant blessé et en arrêt de travail, c'est Daniel qui prend le commandement du commissariat. Aya et Maeda se rendent d'urgence à l'hôpital car, selon certaines sources, Eve recherche des échantillons de sperme. Non Crotzilla, je ne te laisserai pas la parole cette fois, tu as dit assez de bêtises. On comprend alors qu'Eve cherche à donner naissance à un être ultime. Ah c'est marrant, c'est comme ma voisine. 5 enfants, on n'a jamais vu le père. Non mais... comment il s'est échappé? Reviens par là, espèce de petite fouine! On explore l'hôpital à la recherche d'Eve et aussi à la recherche de la réserve de sperme. Ouais, je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais il va falloir détruire la banque de sperme. Arrivé au niveau de la banque, on constate qu'on arrive malheureusement trop tard et que Eve a déjà pris les échantillons qui l'intéressaient. On arrive sur le toit et là on rencontre à nouveau Eve qui nous déblate un peu son speech habituel et nous fait part de son objectif à ce moment-là. C'est au même moment qu'elle nous introduit... non, je vais la refaire. C'est au même moment où elle nous présente sa nouvelle copine Spider-Woman. Il y a une araignée qui a dû récupérer les mouchoirs de... Pourquoi j'ai des images dégueulasses en tête Bon, pardon. Et s'ensuit un boss fight contre Spider-Woman. Non mais attends Crotzilla, tu vas pas piquer mon rôle dès le premier épisode, là ça va pas le faire. Ah oui, pardon. Donc le boss fight contre Spider-Woman. Au même moment, l'US Navy fait son entrée dans les eaux de la ville et lance une attaque contre Spider-Woman et Eve. Malheureusement, une attaque qui ne servira à rien du tout parce qu'ils vont se faire laminer. Au lendemain de ces événements, on apprend que Eve a été aperçue dans plusieurs coins de la ville. L'entrepôt, qui est d'ailleurs pas un passage obligatoire dans le jeu, mais qui permet de récupérer le lance-roquette. Chinatown, bon c'est Chinatown quoi, c'est... Il y a des chats et des rats mutés en NMC. Tu veux dire que la garniture d'Hélène se fait la malle? Ah, mais pourquoi il est encore là, lui? Bon, au final, on finit très vite par explorer les égouts de la ville, encore une fois. Enfin, quand vous trouverez le bon chemin, parce que c'est un putain de labyrinthe, ce truc. Enfin bref, Aya constatera la présence de la bouillie orange à l'intérieur des canalisations de la ville. Elle fera en sorte qu'elle ne contamine pas l'eau et la renverra vers l'extérieur. On passe aussi par les lignes de métro et on constate en sortant que Eve et sa bouillie se dirigent au musée. Aya alors se met à les poursuivre, s'ensuit de nombreux affrontements au musée contre des tatous, des serpents, des dinosaures, dont 2 très coriaces d'ailleurs. Voilà, passage long et chiant du jeu que je vais vous speedrunner
Là en fait sous vos yeux, hein, ça se voit là. Dans la salle de vidéosurveillance, on retrouve affiché sur la télé Eve enceinte. Du coup, on se perd à nouveau dans le musée avec de multiples combats que je vous passe là maintenant, afin de la retrouver dans sa cachette. Eve nous fait tout un speech, encore une fois, sur l'être ultime et tout ça, les mitochondries, blablabla. S'ensuit du coup sa bouille orange qui vient à sa rescousse et qui l'emmène près de la Statue de la Liberté. L'US Navy, au même moment qui essaye de bloquer Eve, se retrouve mise à mal car tous les appareils se font dégommer. On finit donc par sortir du musée. C'est à ce moment-là que l'US Navy envoie un hélicoptère nous récupérer pour nous ramener à bord du Nimitz, porte-avions américain, afin de préparer un combat contre Eve avec l'amiral. Une fois arrivé à bord, petit briefing avec l'amiral avant de se lancer au combat à la Statue de la Liberté. Zone de confrontation ultime où Aya met fin à l'existence d'Eve. On se dit que c'est fini. Les amiraux nous félicitent, mais malheureusement, l'être ultime est né, et il ne compte pas se laisser faire. S'ensuit du coup un combat en plusieurs phases à bord d'une des frégates américaines. La première forme, la forme bébé, qui est plutôt simple. Ensuite, l'adolescent, qui est déjà un peu plus coriace, il y a quelques patterns supplémentaires. Adulte, qui rajoute encore des patterns et fait très très mal. Et sa forme ultime, qui va mettre à mal les compétences et les ressources d'Aya. Aya en vient presque à bout grâce à Daniel, qui lui balance des munitions spéciales que Maeda avait conçues. Il pouvait pas les donner tout de suite d'ailleurs, cet enfoiré. Grâce à ces munitions spéciales, Aya arrive à grièvement blesser l'être ultime, mais malheureusement, il ne lâche pas l'affaire. Aya décide donc de l'ensevelir sous l'océan et de détruire le navire. Le navire explose, Aya saute à l'eau et est récupérée au niveau du port. Petit plan sur un joli lever de soleil, c'est la fin du jeu. On se retrouve quelques jours plus tard au Carnegie Hall pour revoir la pièce de théâtre. Mais plot twist, on apprend que ce n'est pas fini. Et oui, car en finissant le jeu une première fois, on obtient le mode extra, ce qui nous permet de nous rendre à un nouveau lieu, le Chrysler Building, un lieu qui rassemble les plus puissants NMC du jeu, mais aussi les meilleurs équipements du jeu. Ce sera au bout de 77 étages qu'Aya fera face à Eve, l'original, qui lui laissera un petit instant pour parler avec sa sœur Maya avant d'interrompre les retrouvailles. Après un long combat contre Eve, on obtient enfin la vraie fin du jeu. Comme vous pouvez le constater dans Parasite Eve 1, chaque zone a son ambiance propre, ses ennemis spécifiques et pousse à l'exploration. Le jeu impressionne à l'époque pour ses cinématiques en CGI très nombreuses et bien animées. L'ambiance sonore est également mémorable grâce à Yoko Shinomura, le compositeur de Kingdom Hearts, Street Fighter 2, etc., qui signe une BO étrange, organique et planante. Graphiquement, le jeu utilise des décors précalculés, comme les Resident Evil sortis à la même époque. L'ambiance visuelle reste marquante, notamment pour un jeu qui est sorti en 1998. D'ailleurs, le jeu fut très apprécié, la rédac de JV lui donne un 18 sur 20. Les lecteurs, eux, donnent plutôt un 17,1, donc on est plutôt proche des deux notes. Québec Gamer, lui, attribue un 9,3 sur 10. Et sur Home Station, 61 personnes lui ont mis un 5 étoiles. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. J'ai rien prévu pour la fin, du coup...